Espace TV, le 22h. « 22h à Mankountan, c'est à Bofa. Merci de regarder Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. En Ukraine, ils sont nombreux des Africains qui sont piégés dans l'invasion du pays par la Russie. C'est le cas des Guinéens qui demandent de l'aide des autorités. Ceux qui ont réussi à se frayer un chemin, vous allez le voir, auront subi assez de sévices sur leur route. Elle s'appelle Aminata Silla, une vingtaine. Elle a été poignardée la nuit dernière par des inconnus alors qu'elle revenait d'une soirée dansante. Transportée à l'hôpital, c'est là qu'elle a succombé à ses blessures. L'actualité telle que analysée, commentée, décryptée par la presse nationale, ce sera en fin de journal avec Djibril Bah. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Voilà plus d'une semaine que l'invasion russe sur l'Ukraine a commencé et la situation humanitaire se dégrade jour après jour. Les autorités guinéennes ont même débloqué 100 000 $ américains pour soutenir leurs ressortissants bloqués dans ce pays en guerre. Beaucoup ont réussi à traverser les frontières à ce jour et Mamadou Boulere Diallo a joint le vice-président des ressortissants guinéens dans ce pays d'Europe. C'est un rescapé de la terreur du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Suivez. On a marché à peu près 60 km à pied. Nous sommes venus maintenant à la frontière. On nous traitait comme des porcs, des chiens, de tous les noms que vous connaissez. Et après maintenant encore, on nous disait encore de s'asseoir à terre. On pouvait s'asseoir à terre 30 minutes. Nous sommes assis à terre. Je suis avec les Guinéens ici. Nous, on a fait à peu près une semaine à la frontière. On était à la frontière sur la neige. Il faisait moins 14. On était arrêtés sur la fraîcheur. Les gens tombaient partout. Il n'y a pas mangé. Les gens sont stressés. Je suis tombé. Tellement je me suis arrêté dans la fraîcheur. Il n'y avait pas mangé. Il n'y avait pas là où s'asseoir. Il n'y avait pas là où dormir. Je suis tombé. On m'a amené à l'hôpital. C'est quand le matin maintenant je me suis réveillé. On m'avait dit que je me suis évanoui. On m'a amené à l'hôpital. J'ai commencé d'abord à pleurer. On a eu toute la peine. Assumé, il y a d'autres qui sont bloqués à Assumé. Il y a d'autres qui sont vers Louvain là-bas encore. Ils sont bloqués là-bas. Donc on demande toujours le gouvernement de venir à leur secours et faire tout possible de les faire passer. Merci Mamadou Boulera Diallo pour cet appel. Au-delà des conséquences humaines, le conflit russe-Ukraine, c'est aussi des conséquences économiques. L'impact de cette guerre n'épargnera pas la croissance mondiale et les pays africains notamment peuvent payer le prix fort, expliquent des économistes rencontrés par Mamadou Sadio Baldé. Donc tout ce qui se passe ailleurs va nous toucher de plein fouet. D'où la nécessité pour nous de faire repartir la production nationale intérieure. Pour le moment, l'Ukraine subit les conséquences humaines de cette guerre et le reste du monde paye le désastre économique. D'abord, les deux pays en conflit sont des producteurs essentiels du blé. Il se trouve que la Russie et l'Ukraine à eux deux constituent déjà la consommation, ils constituent 30% de la consommation du blé mondial. Le pétrole et le gaz sont aussi produits par la Russie. Et beaucoup de pays européens notamment dépendent du géant russe. Là également, il faut s'attendre à des répercussions au niveau mondial. Au niveau des produits pétroliers, c'est le deuxième producteur mondial après l'Arabie Saoudite. En termes de gaz, elle fait partie en tout cas des premiers. Par exemple, si je prends l'Europe, 13,5% environ du gaz européen viennent de Gazprom. 8,3% viennent de l'Ukraine. Quand on prend l'Allemagne, c'est 60% de son gaz qui vient de Gazprom. Le monde n'a pas intérêt à ce que cette guerre s'enlise, sinon le désastre économique n'épargnera aucun État. On regarde par exemple le prix du baril de Brent a dépassé la barre des $110. Des études ont montré qu'une augmentation de $10 du prix des produits pétroliers enlève à la croissance mondiale 0,4%.
Donc c'est le pouvoir d'achat de toute la population mondiale qui va en subir le coût. La production interne est l'une des solutions à cette crise économique. En attendant, un ajustement des prix à tous les services risque d'être inévitable. Et quand les prix du carburant augmentent, on sait que déjà le transport va y être affecté. Alors que le monde n'a pas fini de se relever de la crise économique causée par la Covid-19, une autre plane au-dessus de nos têtes. India, je vous le disais au sommaire, une jeune fille âgée d'une vingtaine d'années a été poignardée dans la nuit de vendredi à samedi 5 mars 2021 au quartier Yewole dans la commune urbaine. Admise à l'hôpital, elle a malheureusement succombé à ses blessures. Selon des informations, Aminata Silla a été poignardée dans sa propre cour de retour d'une soirée dansante. Reportage Aboubakar Silla, Djibril Kamara. Les circonstances de ce cas de meurtre restent inconnues. Aminata Silla, la défunte, était une étudiante à l'université de Kindia, département sociologie, licence 1. Selon nos informations, la victime est sortie de la maison la nuit d'hier pour une soirée dansante et elle n'est revenue qu'à 2 h du matin. Cette habitante de la cour nous explique la conversation qu'elle a eue avec la victime avant que ce cas ne lui soit arrivé plus tard. J'ai vu son appel manquer vers 2 h du matin. Après, elle m'a dit d'ouvrir la porte. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Ensuite, je suis allée me coucher. Et quelques minutes après, j'ai entendu des cris. Après, j'ai appelé papa et je lui ai dit que mon ami est en train de pleurer. Devant la porte où la victime a succombé à ses blessures, quelques gouttes de sang étaient visibles. Et l'hypothèse selon laquelle elle aurait été poignardée par un inconnu semble être le prétexte le plus utilisé. Ces derniers temps, les sorties nocturnes de la victime devenaient de trop à la maison, souligne sa sœur. J'ai mon beau-frère qui est venu de l'extérieur. Ce dernier m'a dit à Kundita, ta soeur sort trop ces derniers temps. Après, je l'ai appelé au téléphone pour lui dire que ses sorties sont connues de tout le monde. Même les gens de l'extérieur en parlent. Je suis rentrée le soir, elle est venue vers moi pour me dire qu'elle est vraiment désolée par rapport à mes reproches à son égard. Ce matin, dans la famille mortuaire, quelques connaissances de la victime, notamment ses amis de l'université, étaient aussi présents pour des condoléances d'usage. Cette étudiante était aussi l'amie de la victime. Elle pense que le phénomène d'insécurité prend aujourd'hui de l'ampleur dans la ville de Kindia. Il y a l'insécurité ici. Et si l'État ne fait pas quelque chose pour nous, c'est pas bon. Parce que là nous venons pour nos études. Et si tu viens encore, il y a des difficultés. À chaque fois, il y a des bandits qui viennent arrêter les gens, poignarder ou bien vous faites du mal. Et puis, vous retirez des trucs que vous avez. C'est trop. Là, on ne sait pas quoi dire au fait. Âgée d'une vingtaine d'années, le corps de la victime Aminata Silla est actuellement à la morgue de l'hôpital régional. Et du côté des agents du service de sécurité, une enquête est ouverte pour mettre le grappin sur l'eau ou les présumés auteurs de ce cas de meurtre. Un mot de politique. En Assemblée générale ce samedi à Conakry, l'UFDG a réaffirmé sa volonté de dialoguer. Son président Cellou Dalein Diallo a fait l'invite aux nouvelles autorités du pays. Un appel qui fait suite à la visite de la mission conjointe ONU-CEDEAO qui n'a pas rencontré la classe politique. Il est au micro de Alseni Bari et Alseni Kamara. Non seulement le CNRD ne veut pas dialoguer avec la classe politique, mais ensuite, même lorsque des missions des institutions sous-régionales ou internationales arrivent ici, ils font tout pour que ces gens-là ne rencontrent pas la classe politique. Mais qu'est-ce que la classe politique leur a fait? Nous devons discuter de nos problèmes. Nous sommes tous des Guinéens et nous avons besoin de trouver des consensus. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'épée, l'absence de dialogue est source de conflit. En politique reste encore très faible. Plusieurs femmes estiment que l'État et les partis politiques ne font pas assez pour inciter les femmes en politique. Les rares qui sont engagés en politique que nos reporters ont rencontrés souhaitent que ce mois de mars, qui est dédié d'ailleurs à la gente féminine, soit consacré aux actions allant dans le sens de pousser le maximum d'entre elles à s'engager en politique. André Mossier Milimouno et Abdoulaye Kamara pour les détails. Comme à l'accoutumée, Aminata Kamara vient assister à la réunion de son parti politique. Elle milite au sein de ce parti depuis plusieurs années. Elle estime que les femmes devraient beaucoup plus s'engager en politique pour pouvoir changer positivement les choses dans ce pays. Au sein de son parti, une place de choix est accordée à la couche féminine. La place de la femme est vraiment respectée, elle est instaurée, elle est exigée.
Et sincèrement, si avec toutes les opportunités qui sont données aux femmes dans ce parti politique, le FAN, si cette même opportunité est donnée aux autres femmes des partis politiques, sincèrement, le leadership féminin en politique va aller vers un meilleur travail. Contrairement à Aminata Kamara, cette autre dame déplore le fait que les femmes soient reléguées au second plan dans l'arène politique. L'État et les acteurs politiques, dit-elle, ne font pas assez d'efforts pour booster l'engagement des femmes en politique. Dans les partis politiques en Guinée, je suis désolée de le dire, mais les femmes ne sont là que pour le décor. 52% de la population, c'est des femmes. Où on a moins de je dirais, 10 femmes dans le gouvernement. Au niveau des 8 régions administratives, on n'a même pas 3 femmes. Au niveau des 33 préfectures, on n'a même pas 10 ou 15 femmes. Elle invite l'État et les formations politiques à veiller à ce que les femmes soient beaucoup plus présentes dans les instances de prise de décision. Elle milite pour la parité. Que les partis politiques respectent le quota de 30% en attendant que nous ayons une loi promulguée sur la parité. Les hommes sont trop présents. Ce n'est pas mauvais, mais nous voulons juste qu'on nous fasse de la place. Aminata Kamara, quant à elle, demande aux femmes de s'impliquer. Elle les invite à faire de la politique car c'est un moyen efficace d'apporter sa partition au développement socio-économique du pays. Il y a les problématiques, c'est vrai, mais aujourd'hui, face à ces problématiques, il y a des solutions. Je les appelle à venir, à oser. Avec de l'audace, nous pourrions. Ces femmes politiques pensent que leur père devrait mettre ce mois à profit pour exiger des politiques une meilleure représentativité de la couche féminine dans le landerneau politique. Éducation avec la clôture ce samedi de la première édition de la Semaine nationale de mérite scolaire avec le concours Miss Mathématiques Guinée. 77 filles étaient en compétition. 6 Miss ont été décorées au Palais du Peuple. Parmi elles figure la Miss nationale. Les gagnantes ont bénéficié de cadeaux et de voyages à l'étranger. Une façon d'encourager les filles à étudier et surtout à davantage s'intéresser aux mathématiques. Justin Leno, Djibril Kabak Kamara. Aminata Doumbouya, 15 ans, remporte le trophée de la première édition de la Semaine nationale des mérites scolaires pour le concours Miss Mathématiques Guinée. Élève de la 10e année à l'école Sainte-Marie de Dixine, Aminata a dû travailler dur pour arriver à ses résultats. L'émotion est grande, même chez ses parents. Je me suis engagée à bien réviser pour avoir ce prix et aujourd'hui je l'ai, donc je suis fière de moi. La compétition a réuni 77 jeunes filles venues de toutes les préfectures de la Guinée avec pour thème le mérite au service de la refondation du système éducatif guinéen. Nous exploiterions vos différentes contributions et conseils pour amender nos approches lors des prochaines éditions. Le Premier ministre souhaite dans ce sens que le mérite soit priorisé. Nous vous félicitons pour vos efforts. Merci de montrer l'exemple en ravivant la flamme des sciences, du calcul et de la démonstration scientifique dans le cœur de vos penseurs. Nous vous encourageons à persévérer. À peine décorée, Aminata Doumbouya, la Miss nationale, reçoit un billet d'avion pour les États-Unis d'Amérique où elle ira faire un séjour dans le cadre des études. Pour Guillaume Hawing, c'est une façon d'inciter les autres jeunes filles à prendre les études au sérieux et surtout ne pas fuir les mathématiques à l'école. Rendez-vous est donc fixé pour 2023 pour la 2e édition de la SENAMSCO. Et puisque nous parlons des filles et femmes à Kouanka, dans la préfecture de Massanta, 20 groupements de femmes réfugiées suivent des formations en saponification, en teinture et en entrepreneuriat. L'objectif est de rendre ces femmes autonomes, une initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis en Guinée à travers l'ONG ADES. Moïse Bichien-Lama nous fait le point. Nous sommes dans le camp de réfugiés de Kouankan, situé à une 50aine de kilomètres de Massanta. Ici, les femmes réfugiées sont formées en saponification, en teinture et en entrepreneuriat pour leur autonomisation. Chacun des membres de ces groupements-là puisse vivre de manière autonome des activités qu'elles vont mettre en œuvre. Donc les attentes sont grandes, mais en dehors de ça aussi, c'est permettre à ces femmes-là de vraiment s'installer, vraiment s'intégrer et être autonomes. Et de pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, de leurs enfants, de manière autonome et de cesser de tendre la main.
L'ambassadeur des États-Unis se réjouit de l'importance qu'accordent ces femmes à ces différentes formations. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour avoir achevé votre participation à cette formation. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans l'utilisation de vos nouvelles compétences et je vous remercie de votre accueil chaleureux aujourd'hui. Quant aux femmes réfugiées, elles expriment toute leur satisfaction. Tout d'abord, je vais dire sincèrement merci à monsieur le maire de la commune rurale de Kouankan et dire merci aussi aux représentants de l'ONG ADES. Grâce à eux, aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Nous avons appris la formation en teinture, nous avons appris la formation en saponification et nous sommes en train de se préparer encore pour d'autres formations qui sont en cours. À retenir que d'autres matériels de travail ont été remis à ces femmes pour leur permettre, après la formation, de continuer à mener leurs activités sur le terrain. Le centre de formation professionnelle de Fria vient de mettre une nouvelle promotion sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise s'est tenue ce samedi dans l'enceinte de l'établissement en présence des cadres de l'éducation et l'inspecteur régional de la formation professionnelle et de l'enseignement technique de Boké. Cette 40e promotion est baptisée Maka Traoré, le directeur des ressources humaines du groupe Adafo Média, Idrissa Bari, Aboubakar Keke Bangoura et Alpha Amadou Julde Diallo. Durant 3 ans, ces nouveaux diplômés ont acquis des connaissances dans les filières de l'électricité industrielle, la chaudronnerie, la maçonnerie, la mécanique, la plomberie sanitaire et la couture. Au nombre de 218, dont 12 femmes, ces ouvriers du centre de formation professionnelle de Fria s'engagent à œuvrer pour le développement socio-économique de la Guinée. J'invite mes amis à venir faire comme moi, à prendre le courage, à ne pas se reculer, à prendre un très grand courage, à avoir des ambitions de réussir dans la vie ou bien de faire comme les hommes. C'est la 40e promotion mise sur le marché par ce centre. Les responsables de l'établissement ne doutent point de la compétence de ces diplômés. Ils invitent au passage l'État à tout mettre en œuvre pour inciter les sociétés à signer un partenariat avec les centres de formation professionnelle et technique du pays. Les main-d'œuvre dans les enseignements techniques, ça coûte cher. L'État ne peut pas faire tout. Mais ils n'ont qu'à revoir les contrats, le partenariat qui était avant. Avant, c'est l'usine qui ravitaillait l'école en matière de. Maintenant, là, le pont est coupé. Même nous, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde ne peut pas soutenir les études générales. Donc si je les invite à venir au CFP, c'est certainement un moyen pour eux de percer, mais c'est encore davantage un moyen pour avoir un métier et pouvoir réagir dans la vie face aux problèmes qui se posent. Ces récipiendaires ont décidé de baptiser leur promotion au nom de Maka Traoré, directeur des ressources humaines du groupe Adafo Média et natif de la cité de la Lumine. Un honneur que le directeur général du festival mesure à sa juste valeur. La garantie que je leur donne, c'est de me battre et d'être au maximum le mentor qu'ils souhaitent, le grand frère qu'ils souhaitent et l'exemple de Friaka qu'ils souhaitent. C'est cette garantie-là que je donne. Et après, c'est justement prendre cette liste-là et me battre partout. Leur dire que je parraine des jeunes qui sont compétents, aidez-moi. Les autorités, à travers l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Boké, invitent les jeunes à beaucoup s'orienter vers ces filières afin d'acquérir des compétences pour le développement de la Guinée. Merci à nos envoyés spéciaux depuis Fria. Pour sa 4e édition, l'agence Référence Communication ARCOM a procédé le samedi à la remise des distinctions aux Guinéens qui ont excellé dans leurs domaines respectifs en matière de promotion d'entreprise. La remise des prix s'est déroulée dans un complexe hôtelier et était devant notre reporter Mohamed Valek Touré. Pour sa 4e édition, l'agence Référence Communication ARCOM a procédé samedi dernier à la remise des distinctions aux Guinéens qui ont excellé dans leurs domaines respectifs en matière de promotion d'entreprise. Dans la catégorie médias, c'est le président directeur général du groupe Afrique Vision, Sanou Kerfala Sissé, qui a raflé le prix du meilleur fondateur de Radio Privée 2021. Vu le travail que nous avons fait au niveau de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, les différents contacts pris et la matérialisation de ces contacts qui ont fait que au niveau de Sabari FM, de Love FM,
nous avons pu couvrir les 80% du territoire guinéen. Ma satisfaction, c'est surtout cette population de l'arrière-pays qui se sont appropriés de nos différents médiums pour nous dire tous les matins ce qu'ils pensent de la gestion de ce pays. Un prix de reconnaissance des efforts de l'homme, de son appui à sa participation à la promotion des médias guinéens. Plus d'une vingtaine d'années d'expérience à la tête des médias comme Le Diplomate, Sabari FM et Love FM. Le bénéficiaire a à son tour dédié le prix aux journalistes guinéens et à toutes les associations de presse, notamment l'Ultergui. Nous sommes certes des adversaires, mais des adversaires dans le sens de conjuguer les verbes afin que justement le développement puisse être au futur, vous comprenez, et au présent. Donc cela étant, nous le félicitons et nous remercions aussi cette structure qui de temps en temps, parce que les journalistes, on s'oublie souvent. On a tellement tendance à parler des gens, nous grandissons les gens, nous donnons l'information, nous sensibilisons, nous éduquons, et le plus souvent, on nous oublie, nous sommes les parents pour eux. Pour ARCOM, structure organisatrice de l'événement, cette initiative permet de galvaniser les entreprises publiques et privées et surtout les têtes penchantes. Vous avez donc compris, c'était plutôt la présentation de son satisfecit délivré par ARCOM, l'ancien président de l'Ultergui à l'actuel bureau en fonction. Le départ de l'armée française au Mali est vivement salué par les Maliens. Au lieu d'instaurer la sécurité, ils estiment que celle-ci a plutôt favorisé l'instabilité. Face à cette crise, une autre liée aux sanctions de la CEDEAO, les Maliens disent avoir mesuré toutes les conséquences et s'assument. Djibril Ba commente les images de Alex Silla de retour du Mali. Près de 9 ans, l'armée française est présente sur le sol malien. Récemment, une manifestation de soutien a eu lieu à Bamako pour demander leur départ. Dans les rues de la capitale malienne, ce même sentiment anime les habitants. Ce départ, selon eux, est synonyme de bonheur pour le Sahel en général et pour leur pays en particulier. Les choses qui se cachent derrière la guerre, là, il y a des endroits où les djihadistes se cachaient, la France était au courant. La semaine passée, on a vu ça. Des citoyens soutiennent que l'armée française a favorisé le terrorisme au Mali. Dans ce contexte, des sanctions de la CEDEAO pèsent sur l'ensemble du territoire malien. De l'avis de nos interlocuteurs, cette institution sous-régionale évolue sous la coupole de la France. Nous, on a constaté que le djihadisme est en train de grandir de jour en jour. Donc, leur présence, en âme et en conscience, on ne sentait plus réellement que les Français étaient là. La fin de la lutte contre le terrorisme n'est pas pour demain. Le départ des Français fait suite à l'appel des autorités maliennes aux Russes par l'entremise du groupe Wagner. Cette décision des autorités maliennes est aussi vivement saluée par l'opinion. L'Afrique, je l'ai dit, doit s'assumer. Il faut que nos gouvernements soient conscients pour renforcer leur système de sécurité. Ce vendredi, 27 soldats maliens ont péri lors d'une attaque des djihadistes. L'attaque a visé un camp de l'armée dans la localité de Mondoro, situé dans le centre du pays. De ces circonstances, le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours. Restons toujours au Mali pour parler cette fois de l'impact des sanctions de la CEDEAO sur le commerce du bassin. Vous savez, les Maliens sont spécialistes du domaine. Ils importent le textile à partir du port de Dakar. Sauf qu'avec la fermeture des frontières, justement, difficile de faire passer les marchandises. Du coup, le prix du bassin a augmenté, inquiétant ainsi les Maliens, mais aussi les vendeurs venus des pays voisins comme la Guinée. Mamadou Saliouba, Amara Alex Silla. Nous sommes au grand marché de Bamako, le lieu de départ des millions de bassins dans le monde. Ici, c'est l'argent qui peut vous manquer, pas du textile. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix, sauf qu'avec la fermeture de frontières avec le Mali, Aminata Konaté ne gagne presque pas de bénéfices. Maintenant, le port du Sénégal là-bas, il est fermé sur le bassin là, blanc. Avant là, on prend ça là à... C'était 180 000. Mais maintenant là, c'est 215 000. CFA.
Maintenant, nous, on ne gagne pas. On vend ça, on gagne souvent 500, souvent 1000 francs. Avant là, on gagne 2000, 2500. Avec les sanctions de la CEDEAO, difficile pour les commerçants maliens de s'en sortir. Mais dans cette situation, ils ne sont que des victimes collatérales. Ici, les Burkinabés, les Ivoiriens et les Guinéens comme Doussou Kamara qui viennent s'approvisionner restent les plus impactés. Actuellement, c'est difficile parce qu'ils ont augmenté le prix du bazin. Et au niveau des frontières, c'est aussi compliqué. Les Guinéens pleurent, les Ivoiriens pleurent, les Burkinabés pleurent. Tout le monde vient ici pour prendre les bazins. Il faut ouvrir les ports. Les Africains sont la même chose. D'habitude, c'est à la veille des fêtes que les prix augmentent. Mais avec la fermeture des frontières, tout est allé si vite. Aujourd'hui, il faut compter beaucoup de francs CFA pour avoir un bazin. Malgré tout, les Maliens restent confiants et se montrent reconnaissants à la Guinée et au Burkina, les seuls pays de la CEDEAO qui ont maintenu leurs frontières ouvertes avec le pays. On remercie l'autorité guinéenne même à 100% depuis le coup d'État jusqu'à maintenant. Pas maintenant, depuis dans le temps de nos ancêtres. Mali-Guinée, pour nous, c'est deux pays. C'est pas deux pays même, c'est un même pays. C'est un seul pays. Sans aucune ouverture sur l'océan Atlantique, le Mali compte sur les pays voisins pour les grandes importations. Avec les sanctions de la CEDEAO, les impacts sont perceptibles, mais les Maliens soutiennent toujours leur président et saluent le départ des forces françaises. Du Mali, retour en Guinée pour parler cette fois du sport. L'Égypte a battu la Guinée lors de la finale de la 17e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin cadet. C'est dans la salle de gymnase du stade du 28 septembre de Conakry que la dite finale s'est jouée. Et cette première organisation interguinéenne a ravi le président de la FEGIHAND. Le sélectionneur guinéen s'est quant à lui délecté du niveau affiché par ses joueuses en finale. Plus de détails avec Mohamed Sissé et Mohamed Bangoura. Poussés par leur public largement mobilisé, les Guinéennes ont montré de belles intentions face aux Égyptiennes. Elles ont cependant péché dans la concrétisation des occasions. Conséquence, les Égyptiennes ont pris les devants. Le technicien guinéen évoque le manque de réalisme de son équipe. Les filles ont péché pas par manque de conditions physiques, mais par manque d'expérience. Et si vous avez regardé bien le match, on a eu des occasions où on pouvait revenir quand on était à 2 buts d'écart, mais les filles ont été dans la précipitation. Elles ont manqué vandaliser ces occasions et au retour, au haut niveau, ça se paye cash. La Fédération guinéenne de handball a usé de ses maigres moyens pour abriter cette 17e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et elle n'a enregistré aucune fausse note. Mais le président se veut tout de même prudent. On peut se dire organiser une compétition jusqu'à la fin. Je touche le bois, il n'y a pas eu de cas de Covid en cette période de crise sanitaire. C'est déjà quelque chose de bien. Et puis les équipes qui sont là, personne ne se plaint. Ça s'est bien passé. La Guinée finit sur le podium en médaille d'argent. C'est des détails près. Je pense bien que c'est un projet. On va continuer à travailler, ça va venir. Après le sacre de 2015 face à l'Angola, revoilà encore les pharaons sur le summum du handball africain. Venu réconforter les joueuses de l'équipe de handball de son pays, l'ambassadeur de l'Égypte en Guinée ne tarit pas de loge vis-à-vis de la FEGIHAND pour la qualité de l'organisation. Tout d'abord, je voudrais bien féliciter la Guinée pour l'organisation du championnat des cadettes et du championnat avant des juniors. Je félicite aussi la prestation de l'équipe de Guinée ainsi que la prestation de l'équipe de l'Égypte. Je suis sûr et certain que les deux équipes vont bien représenter le handball africain dans le championnat de la Coupe du Monde. C'est une compétition qui a presque ravi les équipes guinéennes, car elles sont toutes deux parvenues à valider leur ticket pour la Coupe du Monde de leur catégorie. À quelques mois de ces mondiaux, le président de la FEGIHAND promet le démarrage des championnats dans les prochains jours.
Le comité national spécial olympique dispose désormais d'un bureau exécutif. C'est à l'issue d'un congrès électif que le décomité a été mis en place. Les membres de la nouvelle équipe du bureau s'engagent à faire promouvoir les différentes fédérations sportives que composent leur association. Ils comptent notamment sur l'appui des autorités sportives du pays. C'est un compte-rendu de Mohamed Sissé et Aboubakar Din Kamara. Les personnes en déficience mentale ont pris leur destin en main tout en engageant les responsabilités pour la bonne marche du comité national spécial olympique. Elles sont souvent reléguées au second plan par le ministère des Sports. L'absence du département à cette assemblée en est une illustration. En dépit de tout cela, la présidente étale l'ambition de son équipe. Nous voulons que les maires d'abord, qui sont sans voix là, que nous portons leur voix pour leur dire que l'handicap mental pour un enfant n'est pas une fatalité. Donc elles n'ont qu'à se réveiller et se référer à nous autres, qui sommes aussi mères, qui vivons avec les enfants handicapés mentaux. L'avènement de ce comité dans le monde sportif guinéen remonte à 2009. Le comité national spécial olympique de Guinée a quant à lui été mis en place il y a 3 années. Malgré l'accord du ministre des Sports pour la tenue de ce congrès, il a brillé de par son absence. Le nouveau secrétaire révèle qu'il y a un problème avec l'équipe dirigée par Lansana Diallo. Tout sera OK parce qu'on ne peut rien faire le tout à la minute. Nous allons nous entendre, nous allons partager les idées et tout ira pour nous. Leur absence aujourd'hui, c'est ce qui explique un peu l'incompréhension, mais nous allons s'asseoir sur la table et discuter. Ce congrès électif est la première pour les fédérations sportives réservées aux personnes en déficience mentale. La mission pour le nouveau bureau est de mettre les choses à leur place. Cela ne pourra être possible qu'à travers des prises de conscience. La première des choses, c'est la sensibilisation, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des personnes handicapées, que ce soit au niveau de l'administration, pour qu'ils arrivent à comprendre nos peines, qu'ils arrivent à comprendre nos objectifs. À l'issue du vote qui a eu lieu dans une ambiance bon enfant, ce sont ces 9 personnes qui ont été plébiscitées par les membres statutaires du comité national spécial olympique. Merci à Mohamed Sissé pour ces reportages. À présent, qu'est-ce que a été le traitement de l'information par la presse nationale? C'est dans la rubrique La Une des médias. Présent sur ce plateau, Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Merci d'être là pour nous dire comment l'actualité nationale a été traitée par nos confrères des médias en ligne, mais aussi de la presse écrite. À la une, on nous dit les périodes de transition n'ont pas pour vocation de résoudre toutes les difficultés que rencontre un pays. Oui, cette déclaration est celle du représentant du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Matma Saleh, était accompagné par Jean-Claude Kassi-Brou, président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et puis d'autres personnalités. Vous pouvez le voir sur le site d'information Guinée 7. Donc la photo, elle est bien là. Et David, cette mission, il faut le dire, était là pour évaluer le processus de transition et puis témoigner la solidarité de la communauté internationale avec les aspirations légitimes du peuple de Guinée pour une société stable et inclusive. Et puis la délégation relève notre confrère, c'est-à-dire le site d'information guinée7.com, a exhorté la junte à adopter un chronogramme pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Et pour ça, la mission conjointe, c'est-à-dire CEDEAO, ONU, est prête à accompagner, à soutenir la Guinée. Et David, cette actualité n'a pas laissé de marbre la classe politique, la visite de la mission conjointe, et il y a eu beaucoup de réactions. La présidente du parti Pacte, Dr Makale Traoré, a dit ces 4 vérités au colonel Doumbia, le président de la transition. Donc pour elle, plus la transition dure, plus la tension monte dans la cité. Donc elle invite
le président de la transition en ces termes pour dire chaque matin, avant de commencer sa journée, il doit réécouter sa déclaration du 5 septembre 2021. L'introspection est importante pour chacun. Ce que vous avez dit avant, ce que vous voulez faire après, peut vous aider à mieux préparer aujourd'hui. Alors, l'autre actualité, c'est bien cette réponse de Ousmane Gawal Diallo entre les lignes de Guinée Matin. Effectivement, la réplique d'Ousmane Gawal n'a pas tardé sur la page du site d'information guinématin.com. Donc, selon le porte-parole du gouvernement, le fait c'est-à-dire de parler de la transition, c'est pas, en fait, selon lui, ce n'est pas une question de calendrier. La transition n'est pas une question de calendrier, je voulais dire, mais c'est plutôt une question de contenu. Et puis, le porte-parole du gouvernement indique qu'il y a des sujets à évoquer pendant ce processus, c'est-à-dire la révision de la liste électorale et puis le recensement général de la population et l'accord du contenu, selon lui, de ces questions entre les protagonistes, c'est-à-dire les acteurs de la vie de la nation, pourra déterminer la durée de la transition. Donc, il a insisté sur la page du même site d'information, Guinée Matin, pour dire qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre les acteurs, entre, si vous voulez, les réactions. Donc, parce qu'il a dit, il y a certains qui exigent du gouvernement un cadre de concertation, c'est-à-dire le dialogue, et de l'autre côté, on parle de la durée de la transition. Et par rapport à cette transition, pour finir cette question, le quotidien Auréa a indiqué de toutes les façons, d'un régime à l'autre, l'attente est toujours grande. Donc l'épilogue des régimes d'exception et de transition en République de Guinée ne s'est pas encore estompé au nom de la démocratie. Donc le journal Auréa a fait allusion au CMRN, c'est-à-dire le Comité militaire de redressement national, et puis de Lansana Conté, et puis le CNDD, le Conseil national pour la démocratie et le développement, et enfin le Comité national de rassemblement pour le développement. Voilà. Alors, le CNRD en dernière position. Alors, coller la paix à Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, c'est le biais cette semaine du journal Le Populaire. Oui, certainement. Cette semaine a été vraiment agitée, il faut dire comme ça, très agitée pour ces deux personnalités, Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo. C'est pourquoi l'auteur de l'article a exprimé sa sympathie à l'endroit de ces deux personnalités, Sidia et Cellou Dalein, pour dire que depuis la disparition de leur mentor, c'est-à-dire le général Lansana Conté en 2008, donc ces deux personnalités, chacune, selon notre confrère, dans sa loge, a eu à prendre de gré ou de force une troisième dose de vaccin anti-traquenard et anti-commanditaire. Et puis, cette actualité a été analysée par le journal L'Aigle Info, l'hebdomadaire, a dit qu'il y a des valeurs, c'est-à-dire des références dans ce pays. Et le journal fait allusion à Cellou et Sidia Touré. Donc, il faut respecter ces personnalités politiques. Alors, pour terminer sur la revue, la une des médias, on va parler de cette autre actualité qui n'est pas passée inaperçue. C'est bien ces menaces contre le procureur spécial de la CRIEF. Oui, Mosaïque s'est intéressé aux actualités les plus poignantes comme celle-là. Vous savez, Ali Touré, à 5 h du matin, s'apprêtait à accomplir un des devoirs religieux. Donc, c'est au seuil de sa porte, il est tombé sur un papier, on va dire des bouts de papier sur lesquels, voilà, et on peut même lire « Ali Touré a touché à l'intouchable, laisse-nous tranquille, sinon avertissement, une balle suffira ». Et le site d'information Mosaïque a conclu pour dire que la lutte que Ali Touré, le procureur spécial de la CRIEF, la lutte qu'il mène donc n'est pas facile. Donc poursuivre des présumés auteurs des crimes économiques, ça ne peut pas faire des heureux. Merci à vous, Djibril Ban. Merci, David. Merci également à nos téléspectateurs qui nous ont regardés. À présent, je vous invite à suivre notre page Publi Reportage. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Merci à nos techniciens, à toute la rédaction. C'est un offre de soulagement pour les populations guinéennes. Le groupe agroalimentaire Nutrisect vient s'implanter dans le pays à travers Nutri-Guinée, une unité de production industrielle de compléments nutritionnels qui vient appuyer l'effort national dans la lutte contre la malnutrition sur l'ensemble du territoire.
Située à Masaya, l'usine Nutri-Guinée dispose d'une grande capacité de production qui peut atteindre plus de 3000 tonnes par an. La malnutrition est un fléau qui souvent se cache et apparaît dans les lieux les plus improbables. La Guinée est riche, elle est verte, elle est côtière. Et pourtant, aujourd'hui, 200 000 enfants souffrent de malnutrition. Ils ont terriblement besoin de nous, monsieur le ministre, et de nous tous ici. Selon les professionnels de santé, en Guinée, la malnutrition aiguë touche environ 474 000 enfants et 740 000 autres par la nutrition chronique. Voir donc un projet qui vient freiner cet élan réconforte les autorités. Mais pour vous, les populations de l'Ibreka, c'est simplement nos arachides guinéennes, nos produits guinéens transformés dans des conditions propres qui sont préparés et donnés à nos enfants pour qu'ils mangent bien et se développent. C'est simplement ça. Avec un investissement de plus de 4 millions d'euros, le projet de l'usine Nutri-Guinée de Masaya a été rendu possible grâce à un appui technique et financier des partenaires, notamment l'UNICEF Guinée. La malnutrition, lorsque ça affecte les enfants, ça affecte leur développement cognitif, ça affecte leur survie. Et c'est exactement pourquoi nous soutenons l'essor de cette usine-là. L'usine Nutri-Guinée se lance dans la fabrication des aliments thérapeutiques et supplémentaires nutritionnels, une production locale qui propose entre autres le sucre, la farine de soja, l'astocérum, le lait écrémé, l'arachide grillé, l'huile de colza ainsi que l'huile de palme.